22 novembre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, nous revenons sur la guerre des taxis alors que le patron d'Uber, cette entreprise américaine qui se développe en France, vient d'être attaqué en justice. Vous allez voir qu'il s'agit d'une histoire qui raconte la mutation de l'économie. La maison de la radio fait peau neuve et accueille son public. C'était le week-end dernier avec en prime un auditorium flambant neuf de plus de 1400 places. Coulisses. Et puis nous nous sommes rendus à Mogadiscio où c'est un retour fragile à la paix qui permet un renouveau économique et culturel. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Nous revenons cette semaine sur la guerre des taxis alors que le patron d'Uber, cette entreprise américaine qui se développe en France, vient d'être attaqué en justice. Vous allez voir que pourtant il s'agit d'une histoire qui raconte la mutation d'une économie, une nouvelle économie. On va essayer de tout vous expliquer dans ce sujet. Le développement d'Uber est une histoire totalement emblématique des bouleversements à l'œuvre dans de très nombreux secteurs économiques. Il faut d'abord expliquer ce qu'est Uber. C'est une entreprise californienne qui n'existait pas il y a seulement 5 ans. Aujourd'hui, elle est valorisée par les marchés à près de 25 milliards de dollars. Et pour entrer sur le marché du taxi et se tailler une place dans un secteur où de vieux acteurs verrouillaient le marché jusqu'à présent, il fallait arriver avec des innovations, des nouveaux services pour séduire tout de suite un public. Et c'est exactement ce qu'a fait Uber. Uber, c'est d'abord une application pour smartphone qui apporte de la géolocalisation et un système de paiement automatisé par carte bancaire, ce qui fait que vous n'avez pas de cash à sortir. La facture vous est envoyée par mail avant même que vous quittiez le véhicule. Uber, c'est également un système de notation des chauffeurs et des clients. Et la semaine dernière, on a appris que la ville de Paris allait être le lieu choisi par l'application pour une nouvelle innovation. Elle s'appelle Uber Pool et avec cette innovation, vous pouvez choisir une option sur votre application, la fameuse option Pool lors de la commande pour dire que vous êtes prêt à partager le trajet avec un autre passager. Résultat, si Uber en trouve un, vous payez moitié prix et si Uber n'en trouve pas, vous avez une ristourne de 10%. C'est écolo, c'est rationnel, c'est bon marché. Autant dire que ce nouveau service devrait plaire surtout auprès des jeunes. Et avec Uber, les deux mots qui caractérisent ces bouleversements sont l'accélération et l'asymétrie. L'accélération parce qu'il y a une énorme vague d'innovation technologique qui est en train de transformer les entreprises et leur marché. Et ces innovations technologiques permettent d'apporter de nouveaux services. L'autre mot, c'est l'asymétrie. Vous pouvez avoir un tout petit qui s'attaque à un très gros, une start-up qui menace une grande entreprise installée depuis toujours dans un secteur économique entier. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine des taxis et c'est une situation très classique dans l'histoire économique, une situation qui se répète à chaque grande période ou grappe d'innovation, comme disent les économistes. Malgré tout, les entreprises traditionnelles, en l'occurrence les compagnies de taxis, résistent, mais même s'il pourrait y avoir des coups d'arrêt, c'est un combat perdu d'avance à moyen terme. L'histoire montre qu'on ne résiste pas très longtemps à l'innovation et plus encore à un nouveau courant porteur de l'économie. En effet, l'économiste américain Jeremy Rifkin estime que le capitalisme va muter, qu'il va laisser la place à une économie de l'échange et du partage dans lesquels les coûts de certains services vont diminuer très fortement. Et Uber, comme beaucoup d'autres, s'inscrit dans une dynamique qui est en train de redessiner notre économie. Un studio ouvert au public, des couloirs où déambulent les auditeurs, des ateliers pour être animateurs de radio et un grand concert de gala dans un nouvel auditorium de plus de 1400 places. La réouverture de la maison de la radio, c'était le week-end dernier. Coulisses. 1461 places en cercle autour de l'orchestre et une acoustique haut de gamme. Le nouvel auditorium est le fleuron de la rénovation pharaonique lancée à la Maison de la Radio qui doit s'achever dans 2 ans.
Ouvert officiellement le 14 novembre par un concert inaugural, les deux grands orchestres de Radio France reprennent leur quartier. Ce week-end inaugural, on va ouvrir tous les espaces dédiés au public, comme cet Agora qui est un nouvel endroit avec un studio public, l'auditorium ce soir avec un grand concert de gala, le studio 104 que nous avons entièrement refait pour les musiques actuelles. En tout cas, cette fête d'ouverture n'était pas gagnée d'avance. Le mois dernier, les musiciens qui redoutent à terme une fusion de leurs deux formations s'étaient mis en grève. Et puis, il y a eu cet incendie qui n'aura pas réussi à compromettre la fête. Le feu s'était déclaré le 31 octobre du 8e étage des bâtiments. Ce bâtiment symbolique de Paris a été construit il y a 51 ans au bord de la Seine avec pour but initial d'accueillir toutes les radios publiques françaises. C'est quelque chose de mythique, c'est un lieu emblématique pour Paris et puis de revoir cette maison de la radio aujourd'hui complètement rénovée avec à nouveau cette capacité à produire des concerts magnifiques, c'est une très belle chose. Et pour fêter l'ouverture de l'auditorium, le week-end dernier, la Maison de la Radio a ouvert ses portes au grand public pour des émissions en direct. Les auditeurs de la station venus pour l'occasion sont conquis. On écoute la radio toute l'année, toute la journée, donc voilà, c'est vrai que c'était tentant. Il y a Daniela, elle m'a fait un autographe. Et son animatrice aussi. Ça change tout d'être en public à la radio parce que c'est vrai qu'un studio de radio, ça a quelque chose d'un peu calfeutré pour justement la qualité du son et du coup, parfois, on a le sentiment d'être un peu seul, on ne sait pas très bien à qui on s'adresse, alors que là, on a immédiatement le retour du public, c'est très agréable. Un étage au-dessus, un atelier famille organisé par France Info où une classe de première L a pu s'initier au journalisme dans les conditions du direct. 15h24, au micro Maya. Moi j'ai joué le rôle d'une journaliste. Je devais dire une chronique et c'était super marrant. Je me suis vraiment amusée. Je pensais que ça aurait été plus dur d'être à l'aise. Et au final c'était assez simple en fait. Tout devient vite naturellement. Tout devient assez souple et tout, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et ça vient tout seul en fait. Les travaux engagés à la Maison de la Radio dureront encore jusqu'en 2016. Montant total de ce vaste chantier lancé il y a 6 ans, plus de 350 millions d'euros pour désamianter et rénover 60 000 m² de locaux, dont les grands halls et 38 studios d'antenne. Depuis plus de 2 décennies, la vie des Somaliens a été ravagée par la violence et l'instabilité de la guerre. Aujourd'hui, une paix fragile à Mogadiscio, la capitale, permet un renouveau économique et culturel, mais la sécurité, vous allez le voir, reste un défi majeur. Dans son atelier niché au fond de sa maison, Adan Farah a fait peindre sa vision de la Somalie. Des toiles qui montrent la violence et la corruption, mais aussi l'espoir d'un monde meilleur. Il a commencé à peindre très jeune quand il était dans un orphelinat catholique, mais il a dû cacher sa fonction pendant une grande partie de sa vie. J'ai recommencé à travailler une fois que les Chebabs étaient partis de la ville, parce que quand ils étaient là, l'art était considéré comme un crime. Ceux qui disent que l'art est un crime sont contre toute forme d'éducation. Par exemple, une langue ne peut pas être apprise sans art ou sans dessin animé. Ils sont nombreux comme Aden à profiter de cette paix fragile. Après plus de 20 ans d'instabilité, l'Institut d'études politiques a sondé 1600 personnes sur leur perception de la sécurité capitale. Le résultat montre que les gens se sentent plus en sécurité et plus heureux qu'il y a 2-3 ans. Ils pensent que la situation s'améliore. Mais malgré ces résultats encourageants, la Somalie est loin d'en avoir fini avec les Chebabs. Chassés de Mogadiscio en 2011 par les troupes africaines, ils continuent d'attaquer certaines villes, de faire exploser des bombes à Mogadiscio et contrôlent toujours plusieurs zones rurales. Mais pour beaucoup d'habitants, il est temps de tourner la page. Fouad est parti faire ses études en Éthiopie, mais il a décidé de rentrer dans son pays pour ouvrir un café avec 3 amis. Pour lui, seuls les jeunes peuvent travailler pour construire l'avenir, un avenir qu'il souhaite paisible. Nous sommes optimistes et nous espérons que l'année prochaine sera encore meilleure.
Avec l'aide de Dieu, nous devons rester dans notre pays. Vous savez, la plupart des jeunes s'enfuient. Mais nous avons décidé de rester dans notre pays et nous investissons. Néanmoins, la Somalie a encore beaucoup de chemin à faire avant de retrouver une stabilité totale, mais petit à petit, la population retrouve espoir de voir un jour leur pays sorti de la guerre. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et on commence tout de suite par ce coup de filet sous fond de soupçons de trucage en Ligue 2. 9 personnes dont les présidents de Nîmes et de Caen ont été interpellées mardi matin dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de trucage de match, a-t-on indiqué de sources policières. Le président de la LFP a confirmé lors d'un point presse que les perquisitions avaient été menées en début de semaine dans le cadre de cette enquête et les présidents des clubs de Nîmes et de Caen ont été mis en garde à vue dans la soirée de mardi soir. En tout cas, on a appris que Jean-François Fortin de Caen et Jean-Marie Conrad de Nîmes ont été mis en examen dans cette affaire de match présumé truqué. Une autre affaire de foot, c'est celle de l'Olympique de Marseille, où le président de l'OM, Vincent Labrune, et ses deux prédécesseurs, Jean-Claude Dacier et Pape Diouf, ont été placés mardi en garde à vue dans une enquête financière. Les enquêteurs s'intéressent à une série de contrats de transfert ces dernières années, dont celui de l'attaquant André-Pierre Gignac, qui aurait donné lieu au versement de commissions occultes, a-t-on précisé de même source. Le transfert de Souleymane Diawara de Bordeaux à l'OM en 2009 et de Samir Nasri vers Arsenal en 2008 sont également dans le collimateur des enquêteurs. En tout cas, ces personnes placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire liée au transfert de l'Olympique de Marseille ont toutes été remises en liberté mercredi soir, y compris Jean-Claude Dacier, Vincent Labrune et Pape Diouf. Serge Lazarevich, le dernier français encore détenu en otage dans le monde, apparaît lundi dans une vidéo mise en ligne sur son site internet lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, dans laquelle il affirme que sa vie est en danger et il appelle François Hollande à tout faire pour sa libération. Des journalistes et spécialistes du renseignement ont émis jeudi soir des doutes sur le fait que le français Michael Dos Santos soit le deuxième djihadiste français apparaissant sur une vidéo d'un groupe de tueurs de l'État islamique. L'un d'eux, David Thompson, reporter à Radio France Internationale, a dit avoir trouvé un démenti du jeune homme alias Abu Uthman sur son nouveau compte Twitter et que 5 sources au sein de l'État islamique lui ont assuré que ce n'était pas lui mais un Syrien. Le parquet de Paris a annoncé mercredi que des indices précis et concordants avaient permis d'identifier Michael Dos Santos sur la vidéo mettant en scène l'exécution de l'américain Peter Kaysing ainsi que 18 prisonniers syriens. Il a précisé jeudi s'en tenir à son communiqué, soulignant qu'il n'avait pas parlé d'identification formelle mais d'indices précis et concordants. En tout cas, l'enquête se poursuit à ce stade. Et puis le départ de Kader Arif vient gonfler la liste des ministres écartés pour des raisons politiques ou judiciaires depuis mai 2012 et une épreuve de plus pour un exécutif français fragilisé par les crises à répétition. En effet, le secrétaire d'État aux anciens combattants proche du chef de l'État a fait le choix de quitter le gouvernement en responsabilité après avoir été cité dans une enquête préliminaire portant sur des passations suspectes de marché public. Kader Arif, qui a quitté le gouvernement. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur bigwebtv.fr. Bonne soirée, bonne journée à tous et à la semaine prochaine.